toute façon, donc, de l'expérience de notre université, on va essayer donc d'élargir et passer donc à l'expérience donc marocaine, puisque depuis 2004, ça a été donc initié donc le campus donc virtuel donc marocain. Et je donne la parole tout de suite à notre professeur Abdelfadel Bennani, j'allais dire Abdelfadel Bennani, donc pour nous parler un petit peu donc, du numérique dans l'université donc, marocaine à travers son expérience, le CVM et le OMET. À vous la parole, monsieur. Bien, monsieur le vice-président, monsieur le doyen, mes chers collègues, je voudrais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue et remercier nos amis français d'être parmi nous, d'être venus nous honorer aujourd'hui par leur présence à cette conférence. Je voudrais bien sûr citer mon ami Gilbert Touzeau, mon ami Patrick Demogin, président actuel d'IOMED, Madame Touzeau, Madame Anne Boignet qui est sortie, mon ami Didier Noterman de l'INSA de Lyon. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui à cette université pour cette conférence. Je voudrais bien sûr remercier tous mes collègues qui ont bien voulu assister à cette conférence et enrichir par leurs idées, par leurs critiques. On en attend beaucoup. C'est tout ce qui va être dit pendant ces 2 journées. Bien, on m'a demandé de faire un peu d'histoire, une histoire récente sur le numérique au Maroc depuis 2004. Ben, si vous le permettez, si vous me laissez un peu de temps, je vais d'abord commencer par faire un petit survol de l'utilisation des TIS, des technologies de l'information et de la communication, dans l'enseignement supérieur, avant de parler de l'initiative Campus virtuel marocain, pour arriver ensuite à IOMED, et puis nous aurons le temps de voir la suite. Bien, plusieurs collègues avant moi ont parlé de la massification. Quel est notre problème dans les universités marocaines? Notre grand problème, c'est la grande masse d'étudiants dans un amphi qui sont là pour prendre des notes. Nous avons vu que, enfin, on voit sur cette courbe, que en 2008, nous avions 90 000 bacheliers qui arrivent à l'université. En 2012, ils sont arrivés à 200 000. Ça, c'est les bacheliers qui ont besoin d'une place à l'université. Et encore, là, nous sommes à 12% de taux brut d'accès à l'enseignement supérieur. Ça veut dire que nos jeunes ne sont pas encore les jeunes qui ont l'âge d'entrer à l'université, n'y sont pas encore. En Algérie, il y a 1 300 000 étudiants à l'université. Bon, je ne parle pas de qualité, tout cela, bon, c'est autre chose. En Tunisie, il y a la même chose que le Maroc. À la seule différence près qu'ils ont 10 millions d'étudiants, nous avons 35 millions. Enfin, d'étudiants. J'espère, d'habitants. Nous en avons 35 millions. Donc, vous voyez un peu le problème. Le problème, c'est que bientôt, nous arriverons à 1 million d'étudiants. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'on va doubler le budget de l'enseignement supérieur? Je ne crois pas. Est-ce que nos universités actuelles sont prêtes à recevoir 2,5 fois ce qu'ils ont actuellement, et qui est déjà important? Je ne sais pas.
Donc il faut réfléchir à quelque chose d'autre, il faut trouver d'autres solutions, et pourquoi pas, excusez-moi, il faut trouver d'autres solutions, et pourquoi pas l'usage. Je vais essayer d'aller un peu vite sur mes transparents pour arriver à l'essentiel. Et pourquoi pas l'usage des technologies de l'information et de la communication comme tout le monde. La question qui se pose, c'est comment réduire l'effet de la massification et améliorer la qualité d'apprentissage. J'aime bien ce transparent ici qui dit « We teach, but do they learn ?» On enseigne, mais est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Dans les amphis de 600 étudiants, juste là pour prendre des notes, est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Bon. Alors évidemment, cette masse d'étudiants influe sur la qualité de l'enseignement, qui influe sur le taux de réussite et qui augmente la massification. Bien. Alors comment peut-on faire pour réduire l'effet de la massification, améliorer la qualité de l'apprentissage? Comment rendre le présentiel, parce qu'on en a besoin, on ne peut pas faire autrement, le présentiel est nécessaire, moins transmissif et plus attractif? En d'autres termes, comment innover avec les grands groupes? Eh bien, les technologies de l'information et de la communication, bien sûr, ne vont pas apporter la solution entière, ne vont pas résoudre tous les problèmes, mais ils peuvent contribuer. Nous allons voir comment. Alors, les gens ont essayé, depuis un certain temps, déjà, de profiter des opportunités technologiques. Les opportunités technologiques concernant les performances des machines, les performances des réseaux, le déploiement des réseaux, etc., pour améliorer la qualité de l'enseignement, d'un côté, pour améliorer l'accessibilité à l'enseignement et pour améliorer les communications entre les gens à distance. Alors, ils ont commencé à développer ce qu'on a appelé des ressources éducatives numériques. Des cours, des morceaux de cours qui peuvent être utilisables dans d'autres cours, etc. Et on a développé des ressources d'enseignement et d'apprentissage qui sont parfois utilisées comme référence pour les étudiants. Les étudiants ont la possibilité d'accéder aux cours avant d'aller à l'amphi. Ils peuvent être utilisés comme soutien à l'enseignement de masse, c'est-à-dire un certain nombre d'études de cas, de témoignages, etc., pendant le présentiel, pour enrichir le présentiel et pour attirer un petit peu et raviver l'attention des étudiants. Et ça peut être utilisé aussi en enseignement hybride ou à distance. Même dans une classe, comme vous la voyez ici, c'est une classe d'enseignement en Chine. C'est beaucoup plus grand que nos amphis. Mais les besoins ont augmenté. Des besoins pressants en formation initiale, mais aussi en formation continue et en formation tout au long de la vie. Il y a des gens qui travaillent, mais ils ont envie, et c'est leur droit, c'est légitime, d'avancer dans leur carrière. Et pour avancer dans leur carrière, il faut qu'ils continuent à étudier, à améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Et pour cela, l'UNESCO a poussé tous ces organismes, universités, etc., les pays à diffuser et à mettre en accès libre les ressources qu'ils ont développées. Et les gens ont suivi, surtout aussi à partir du moment où MIT a créé ce OpenCourseWare. MIT a mis sur le web tous ses cours. Et petit à petit, le MIT OpenCourseWare est devenu un MIT Consortium avec un grand nombre de partenaires, un grand nombre, ici, moi je ne vois pas beaucoup sur mon écran parce que c'est petit, il y a eu 21 000 cours développés dans 20 langues et diffusés en accès libre. Eh bien, les choses ont commencé à prendre de l'importance et le numérique a commencé à prendre le pas
et à pousser, à développer, à accélérer le développement un peu de l'innovation pédagogique et de la pédagogie qui était oubliée plus ou moins. Ensuite, on a assisté à quelque chose de beaucoup plus important qui s'appelle les MOOC. Alors les MOOC, c'est quoi? C'est un professeur dans une université qui est Stanford, je crois. Il est professeur d'intelligence artificielle. Il s'est dit, bon, ben, mon cours, maintenant, je l'ouvre pour tous ceux qui veulent le suivre à travers le monde. Il s'est rendu compte que 160 000 étudiants se sont inscrits à travers le monde. Alors il s'est dit, c'est une bonne affaire. Donc il est sorti de Stanford et il a créé une plateforme sur laquelle il a commencé à diffuser des cours, en particulier des cours d'informatique au début, etc. Bon, il a été suivi ensuite par d'autres. La plateforme qu'il a créée, c'est Udacity. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, il a été suivi par Coursera. Vous avez un certain nombre d'informations sur les transparents. D'accord? Et Coursera, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y a 2-3 mois, c'était à peu près 3,5 millions d'inscrits. Il y a peut-être un mois, c'était 5,5 millions. Et hier, je regardais, c'était 7,5 millions d'inscrits, d'étudiants qui suivent les cours de Coursera. Et ensuite, MIT et Harvard ont dit, on ne va pas rester sur la touche, on va faire la même chose. Ils ont fait EDX. EDX, c'est aussi une plateforme avec 200 partenaires qui a démarré en avril 2012 avec une association à but non lucratif. C'est ce qu'on dit. À but non lucratif, mais il y a toujours moyen de trouver quelqu'un ou quelque manière de payer. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais on peut toujours discuter de ces choses-là. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? MOOC, c'est massif, c'est-à-dire des millions d'inscrits de divers pays. Open, ça veut dire quiconque dans le monde peut s'y inscrire sans condition au cours ouvert, de MIT, de Stanford, de Princeton, etc., et d'autres universités de renom par le monde. Online, ça peut être l'enseignement et les évaluations ont eu lieu sur Internet, pour un certain nombre de cours. Et donc, on a eu ce phénomène de MOOC où tout le monde parle des MOOC et tout le monde veut faire des MOOC. Et puis, petit à petit, les gens commençaient à se dire, parce que, par exemple, Madame Daphne Koller, qui a créé Coursera, elle s'est dit, ça y est, ça c'est ce qu'il faut pour l'enseignement tout au long de la vie. Et puis les gens commençaient à voir que le taux d'abandon était énorme. D'ailleurs, selon la BBC, il y aurait eu davantage d'inscriptions au MOOC d'Harvard en un an qu'à l'université pendant 377 ans de son existence. Mais est-ce que ces gens-là continuent à assister? En général, c'est à peu près 10% qui vont jusqu'à la fin. Ce taux d'abandon qui est trop élevé, et parfois même avant que le cours commence, il n'y a plus que 10% qui restent. À cause, en particulier, d'après ce que j'ai lu dans les différents articles, en particulier à cause du manque d'interaction entre les élèves et les enseignants. Mais est-ce que cela veut dire que le MOOC, ça n'intéresse pas les gens? Qu'il faut jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain? Non, alors les gens ont commencé à le convertir dans d'autres moyens, et on est revenu à une idée très ancienne, qui est l'idée de la classe inversée, ou la pédagogie inversée, où on demande aux étudiants, et ça je trouve c'est ça le plus intéressant, et c'est ce qui peut être appliqué chez nous. Je me rappelle, il y a
2 ans, j'étais avec notre ministre à Addis Abeba sur le Education et Learning en Afrique. Il m'a dit comment je peux faire des économies. Mais c'est vrai. C'est-à-dire il ne faut pas que le numérique devienne une charge de plus sur un pays. Il faut qu'il réduise la charge, si c'est possible, en améliorant, bien sûr, en passant la qualité de l'enseignement et bien sûr toutes ces choses-là. C'est vrai, il m'a posé une question qui était... Bon, j'ai réfléchi un peu, je lui dis, voilà, écoutez, si on a un amphi, un cours de 60 heures, ce qu'on pourrait faire, c'est faire, pour démarrer, 30 heures comme on fait d'habitude. C'est-à-dire, on ne fait rien. Et pendant les 30 heures qui restent, on va préparer les cours, sous forme de ressources numériques, les diffuser aux étudiants, leur demander de travailler leurs cours, et on vient pendant 15 heures, c'est-à-dire la moitié des 30 heures qui restent du cours, 15 heures répondre à leurs questions. On n'a pas besoin de revenir sur des choses évidentes que l'étudiant peut voir et comprendre tout seul. On peut venir répondre aux questions des étudiants, aborder les questions délicates, etc. C'est exactement ce qu'on appelle le SPOC, Small Private Online Courses. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces MOOC en classe normale, mais en demandant aux étudiants de regarder les MOOC, de regarder le cours, de le visionner, et c'est plus intéressant que de lire, enfin c'est plus intéressant, certains regardent plus facilement une vidéo que lire un bouquin. D'accord? De regarder ça, de noter les questions difficiles, les questions qu'ils n'ont pas comprises, de les envoyer éventuellement par courrier électronique au prof, et le prof vient juste prend le temps de son cours, ou le temps, la moitié comme j'avais proposé, c'est-à-dire qu'on ferait juste la moitié de la moitié, et on gagne 25%, on en fait 25% en encadrant, en professeur, etc. Et on fait mieux. On fait mieux, on apprend petit à petit aux étudiants à apprendre tout seuls. Parce qu'un jour, quand ils vont commencer à travailler, ils seront obligés d'apprendre tout seuls pour avancer. Bien, et donc, le prof peut voir un peu, répondre aux questions des étudiants, à évaluer ce qu'ils ont compris, à réaliser des activités, réaliser des évaluations, et ainsi de suite. Et le cours présentiel, en fait, devient un peu plus actif, un peu plus attrayant. Voilà, bon, il y a d'autres moyens, d'autres méthodes d'organisation, un peu d'enseignement qu'on appelle Technology Enhanced Active Learning, etc. Je ne veux pas entrer dans tous ces détails, sinon j'occupe toute la matinée. Bien. Donc j'avance un peu pour dire, alors nous, qu'est-ce que nous avons fait dans tout cela? Alors en 2004, comme cela a été dit, ça fait 10 ans, un ministre m'avait demandé de lancer quelque chose dans ce domaine. C'était quelque chose qui démarre. Et on a pensé à lancer ce qu'on a appelé le campus virtuel marocain. Alors, le campus virtuel marocain, c'était quoi? C'était un consortium de toutes les universités. C'était un projet de la conférence des présidents d'université que je dirigeais, que je coordonnais avec mes collègues présidents d'université. Et l'objectif était d'encourager et de soutenir les universités pour s'approprier ce nouveau mode d'enseignement. D'une part. D'autre part, d'ancrer, j'ai repris des transparents de 2004, d'ancrer la culture de la concertation, du partage et de la mutualisation des contenus, des expériences et des pratiques pédagogiques. Et c'est ainsi qu'on a commencé par d'abord mettre en place dans toutes les universités marocaines ce que nous avons appelé des centres de ressources universitaires. Je ne sais pas s'il existe toujours ici. Il évolue, heureusement. Il évolue. Donc, c'est quoi ce centre? C'est-à-dire
une structure qui soutient tous les enseignants qui ont envie de faire de leurs cours des ressources numériques ou des contenus numériques à utiliser de différentes manières. Hein? Et d'avoir du matériel, des logiciels, des techniciens qu'il faut, etc., sur place pour que le prof qui veut se lancer dans ce domaine puisse avoir un certain nombre de ressources matérielles et humaines. Et puis pour réconforter tout cela, on a lancé un appel à projet à toutes les universités pour développer un projet pilote. Et évidemment, tout cela ne pourra jamais ne pourra servir à rien du tout si on ne forme pas les enseignants et le support technique nécessaire pour cela. Et donc, les universités ont développé un certain nombre de contenus déjà à l'époque, bon, dans différents domaines. Hein, vous avez ici une présentation un peu de l'ensemble. Et puis, au niveau de la formation, on a commencé d'abord dans le cadre d'une formation avec les Suisses, hein, qu'on appelle CauseLearn, que beaucoup de mes collègues ici, je crois, se rappellent de CauseLearn, et on a pu former hein, en Master e-Learning, qui s'appelle MIEL, c'est-à-dire Master International en e-Learning, 21 professeurs de toutes les universités, 2 par université à peu près, marocaines à l'époque, qui ont fait ce master complètement à distance. Complètement à distance, avec la soutenance des projets de master à distance. Et puis, comme il fallait évidemment des techniciens, on a recruté 14 techniciens, 1 par université, il y avait 14 universités à l'époque, et on les a formés dans le cadre d'une coopération avec l'AUF, hein, sur le réseau, sur la gestion et tout cela, du serveur, tout cela. Troisième opération qui était très intéressante à l'époque, c'était le programme CLÉ. C'est le programme de culture entrepreneuriale qui était généralisé à toutes les universités marocaines. Et c'était un programme qui était développé en collaboration avec le Bureau international de travail et qui a été pour lequel nous avons formé des formateurs, à peu près 60 à l'époque. Je crois que ça continue. Heureusement, c'est quelque chose qui continue jusqu'à présent. D'accord ? Et le programme qu'on avait arrêté à l'époque était un programme qui est devenu le programme officiel du ministère de l'Enseignement supérieur pour toutes les universités. Et ce programme est diffusé, dispensé à distance, complètement à distance. Et je crois que ça continue jusqu'à présent. C'était en même temps que la Tunisie, et il y avait le Maroc et la Tunisie qui continuaient ce programme. Voilà ce que nous avons fait dans le campus virtuel marocain. Évidemment, il y a eu d'autres... Et parmi les choses intéressantes qu'il y a eu, c'était que les universités ont commencé à se prendre en charge et à organiser des journées hein, sur le e-learning, sur le numérique, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Et je crois que nous continuons jusqu'à aujourd'hui. C'est un exemple aussi très intéressant. Et j'ai oublié de remercier Sifali, remercier Nejmeddine, un grand ami à moi, de m'avoir invité à cette conférence. Voilà. Seulement, le gros problème qui se posait, c'était les contenus. Le développement de contenu est quelque chose de très cher, très compliqué. Enfin, très compliqué, non, pardon. Qui coûte très cher. Ce n'est pas très compliqué, la preuve, on a développé énormément de contenu. Mais c'était assez cher pour nous. Et pour développer le numérique et l'usage des TIC dans les universités, il fallait les contenus. D'accord ? Alors, développer des contenus dans tous les domaines à utiliser par les différentes universités, c'était assez cher. Or, des collègues dans d'autres universités, notamment dans les universités du Nord, ont déjà développé énormément de contenu. On met beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent
pour développer un certain nombre de contenus. Je sais que Madame Anne Boyer connaît l'ensemble des universités numériques thématiques en France, bien sûr. Monsieur Touzeau connaît bien sûr tout ce qui a été développé par l'Université numérique ingénierie et technologie. Et je peux dire, à l'époque, je crois, il y a 2 ans, il y avait à peu près 28 000 ressources développées rien que par les universités numériques thématiques en France. Alors on s'est dit un jour, tu veux quelque chose? Hein? Non, mais c'est moi qui s'excuse parce que je crois que vous écoutez des choses pour la 2e fois, la 3e fois, bon, c'est pas la peine, c'est pas grave. D'accord, donc avec mon ami Gilbert Touzeau, un jour, dans mon bureau à Agadir, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans le cadre pour collaborer ensemble. Et puis on s'est dit, si on veut vraiment maîtriser l'intégration du numérique dans les universités marocaines, ou pourquoi pas dans les universités du sud de la Méditerranée, préserver l'attractivité de nos universités, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure que les MOOC avaient aussi comme exemple de montrer un peu le prestige, s'il fallait encore le faire, le prestige des universités américaines et certaines universités par le monde, et pourquoi pas redénicher et trouver les bonnes têtes capables d'étudier tout seuls et de réussir, hein? Donc préserver l'attractivité de nos universités, notre identité, nos compétences, en ayant recours à la solidarité numérique et à la coopération nord-sud et sud-sud, pourquoi pas. Et c'est comme ça que cette idée, hein, à laquelle on avait pensé un après-midi à Agadir avec mon ami Touzeau, Gilbert Touzeau, a pris du chemin et nous avons continué à réfléchir comment construire graduellement un espace numérique ouvert pour la Méditerranée, comment élargir un peu cette idée de mutualisation des ressources à d'autres universités, aussi bien au nord qu'au sud de la Méditerranée. Bon, la Méditerranée, c'est parce qu'à l'époque, il y avait l'idée de l'Union pour la Méditerranée, on était un peu dans cette ambiance, hein, qui malheureusement n'a pas beaucoup pris, mais moi je suis presque sûr qu'on y reviendra un jour. D'accord? Donc une structure d'animation, de coordination, d'action, de coopération entre les membres, entre les différentes universités méditerranéennes. Alors, donc l'objectif, c'était quoi? C'était bien sûr, toujours, notre idée était de promouvoir l'usage du numérique dans les universités, dans nos universités, mais aussi de favoriser des relations de coopération, mais des relations de coopération pérennes. J'en ai vu des projets Tempus, j'en ai vu des projets AUF, j'en ai vu des projets je ne sais quoi, mais tous ces projets, une fois que la durée de financement est terminée, on ne se connaît plus. Hein? On a développé des amitiés et des collaborations avec beaucoup de gens dans le monde, mais durant les 3 années de financement en général. Après les 3 années, c'est fini, on ne se connaît plus, on n'avance plus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un cadre qui nous réunit toujours, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de financement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Il suit promouvoir la réalisation et la collaborative de formations ouvertes à distance, partagées, et renforcer, pourquoi pas, la visibilité des cultures et du patrimoine culturel, pourquoi pas. Et tout cela est basé sur 2 idées essentielles, mutualisant ce que nous avons entre nous. Essayons de promouvoir son usage, parce que si il y a des choses et qu'on mutualise des choses et qu'on ne l'utilise pas, ça ne sert à rien. Et une fois qu'on a mutualisé, qu'on a utilisé ce qu'on a mutualisé, qu'on a appris ensemble à l'utiliser, on va commencer à développer ce qui reste, ce qui manque. Et évidemment, tout ça peut être accompagné de recherche, développement, innovation, dans le respect de la diversité culturelle et linguistique.
Pour cela, nous avons créé un certain nombre de structures originales mais horizontales, qui sont les communautés thématiques, et on a créé un certain nombre de communautés thématiques dans différents domaines. Vous voyez, la deuxième communauté thématique, c'était les TP, on vient d'en parler il y a un instant. On a fait quelque chose, et je crois que notre ami qui vient de présenter le laboratoire à distance dans le projet Campus a commencé par un stage dans le cadre de cette communauté thématique TDTP avec M. Noterman. D'accord? Et puis d'autres communautés thématiques qui ont fait des choses, qui ont développé un certain nombre de projets. On s'est dit aussi qu'il est indispensable de pouvoir diffuser, animer, faire ce travail dans chacun des pays, parce que c'est quand même un pays. Tu veux que j'arrête? D'accord, mais on ne m'a rien dit. On ne m'a rien dit. Donc, par des centres opérationnels, un qu'on a réalisé à Rabat, un en Tunisie, et j'espère qu'on va continuer par d'autres. On a fait un certain nombre de formations, de stages dans différents domaines, de formations sur sur le développement de contenu numérique, sur la diffusion de contenu numérique. Nous avons également un projet très intéressant de création de bases de références et de contenu au Maroc et en Tunisie, que l'on couple avec des bases de données du NID justement et de l'université, Télé-Université de Montréal, d'accord, pour moissonnage, pour usage, etc. Et puis on a lancé un certain nombre un colloque dernièrement à Hammamet et la conférence générale. Et puis on a lancé 2 appels à projets, un en 2012 et un en 2013, dans lequel ont participé plusieurs universités, aussi bien du Nord que du Sud. Par exemple, si je vois le TéléTP ou création de TP virtuel, vous voyez qu'il y a plusieurs universités, l'Université de Fès, le Sultan Moulay Slimane, l'ENS de Mauritanie, l'Université de Tlemcen en Algérie, l'UVT en Tunisie, le Quds Open University en Palestine et l'Université libanaise au Liban. Donc, vous voyez l'esprit un peu IOMET, c'est-à-dire nous apprenons à travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, mais ensemble avec des gens du Nord et du Sud. 2013, ça c'est les projets que nous avons financés. 2013 aussi, nous avons financé 5 projets dans différents domaines. Alors, à titre de conclusion, je termine. Gilbert connaît ça depuis 10 ans, donc ça l'ennuie. Oui, non, mais vas-y. Vas-y. Bon, écoutez, moi j'ai fait ça pour développer l'éthique dans nos universités, et depuis 10 ans. J'espère qu'on est arrivé à quelque chose. Demain, aujourd'hui, dans les débats, on va essayer de faire le point et d'évaluer un peu les choses. Et ça, c'est le plus important. Mais on avait évidemment des problèmes budgétaires, des problèmes d'environnement, parce que travailler dans un environnement international, ce n'est pas évident, hein, entre différents pays de différentes cultures. Mais le gros problème, c'est l'adhésion des enseignants. Si on n'a pas l'adhésion des enseignants, on va pouvoir rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut d'abord les former, les sensibiliser sur les tendances internationales, etc., la reconnaissance internationale, la protection de leur contenu, de leurs droits d'auteur, la valorisation des investissements, etc., etc. Mais si nous n'avons pas une vision nationale, nous ne pouvons non plus rien faire. Une vision et une politique nationale, c'est ce qui nous manque et c'est ce qu'il faut discuter. Parce que toutes les universités ont envie de développer ces choses-là. Toutes les universités encouragent les enseignants à développer. Mais il faut que l'ensemble
soit coordonné et qu'il y ait un but. Voilà, ben, je crois que je vous remercie. Si M. Touzeau me permet, j'ai une séquence vidéo qui est intéressante. Ça vous dit? D'accord? Bon. Très bien. Comment je vais le faire? Hein? Sur le lien ou directement sur le lien ici? Non, parce que je l'ai déjà chargé, juste la partie qui m'intéresse. Attendez, elle est là, elle est là, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C, majuscule. C, U, et ou I? T. Vas-y. Je ne sais pas. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est juste une vidéo d'information du lundi dernier d'une enquête réalisée par un site de recrutement au Maroc auprès de 50 000 personnes. 72% des jeunes, évidemment, reconnaissent que l'information est importante pour leur carrière. Mais 89% sont prêts à se former par Internet. Il faut que l'on sache ça dans nos universités. Savoir que les jeunes veulent se former par Internet, il n'y a aucun problème. D'accord? Et qu'il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle génération qu'on appelle digital native. Si vous arrivez, moi j'avais pris juste... Ah, ça va? Ça c'est lundi dernier dans les informations de 2M. J'espère pouvoir le prendre ici. Hop. Attendez, non. Non. Mais c'est ma tâche. Voilà, ça on s'en fout. De la rame. En dehors de l'Afrique, c'est fait. Des contacts avec des groupes de passagers particuliers, comme les communautés religieuses, des confréries religieuses. Ça aussi, c'est fait. Plus grande plateforme portuaire de la... Avance. Ça fait... Allez, mon vache. Je ne veux pas. Ouais. Bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus que cela, mais je vous ai annoncé le résultat. C'est ce qu'il annonce dans EcoNews. Et je crois que c'est important qu'on le sache. Merci beaucoup. Je suis désolé si j'ai pris beaucoup de temps. Voilà, merci, professeur Benani, donc, de cette présentation qui a donné un aperçu sur le numérique dans l'université marocaine à travers donc, le CVM et le OMED.